Salut à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Cité du Livre. Tout de suite, voici le sommaire. C'est un personnage à part du PAF, Natacha Polony, qu'on lit dans Le Figaro, qu'on entend sur Europe 1 et qu'on voit sur le plateau de Laurent Ruquier, publie un recueil de ses chroniques, Ce pays qu'on abat, c'est chez Plomb. On en parle avec vous, bien sûr, Natacha, dans quelques secondes. Autrefois, il y avait des salons littéraires où l'on s'échangeait ses livres préférés. Aujourd'hui, c'est la toile qui a pris le relais. Salon littéraire 2.0. Ce sera notre enquête du jour, sans oublier bien sûr la chronique hebdomadaire d'Aurélie Marciro et le classement L'Express RTL des meilleures ventes en librairie côté roman et côté essai. Bonjour Natacha Polony, on est ravis de vous recevoir. Vous publiez presque 400 pages de chroniques, publiées entre 2009 et 2014, à la fois sur votre blog et dans Le Figaro. Alors c'est vrai qu'en vous lisant, on est frappé, enfin pas si on vous connaît un petit peu, mais en tout cas doublement frappé de voir cette assez étonnante cohérence de votre système de pensée. On peut dire, c'est assez rare chez les journalistes, que vous avez une vraie vision du monde, une vraie grille de lecture, antilibérale sur le plan économique, antilibertaire sur le plan social. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes une journaliste à part, justement parce qu'avec un tel système de pensée autonome que, bon, on se dit, vous auriez pu aussi aller faire la politique, quoi. J'en ai fait avant. Mais ça ne m'a pas échappé. Voilà. Je suis passée, d'abord j'ai enseigné, je suis passée un petit peu par la politique. Avec Jean-Pierre Chevènement. Voilà, et où j'ai été candidate aux législatives. Et donc, il y a dans toutes ces actions, on va dire, une ligne de conduite. C'est l'idée de me sentir utile, tout simplement. L'envie d'aller défendre des idées, d'aller les transmettre, parce que je crois que vous parlez de la transmission dans le livre. L'humanité n'existe que de cela, du fait que nous transmettons. Je fais partie des gens qui pensent, et c'est un des débats d'ailleurs fondamentaux aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui pensent que nous sommes des passeurs. Ouais. C'est-à-dire que nous héritons du monde, nous allons le transmettre aux générations qui viennent. La question c'est qu'est-ce que nous y aurons ajouté, et dans quel état nous allons le transmettre. Mais est-ce qu'on peut à la fois être objectif, vous savez, la fameuse objectivité journalistique, tout en ayant cette grille, justement, cette grille de lecture, cette vision du monde tellement arrêtée et définie? Je pense que la première chose qu'on apprend dans les écoles de journalisme, enfin j'en ai pas fait mais j'ai quand même un peu creusé la question, c'est justement que l'objectivité ça n'existe pas. Ouais. Même les faits n'existent pas. On doit feindre d'être objectif. On raconte un fait, il y a déjà médiatisation, donc il y a déjà une subjectivité qui s'exprime. La question, c'est comment on s'arrange avec cela. Ouais. Donc moi, j'ai commencé dans le journalisme chez Marianne, avec Jean-François Kahn, qui m'a appris qu'il y avait une tradition française du journalisme d'opinion, et que la noblesse du journalisme d'opinion, c'est justement d'assumer les valeurs que l'on défend et de les présenter honnêtement. Ouais. Parce que moi, j'ai confiance en le lecteur ou le téléspectateur. Si je lui dis clairement d'où je parle, ce en quoi je crois, eh bien, il est parfaitement capable de m'écouter et de se dire ça, je suis d'accord, ça, je ne suis pas d'accord, ça m'énerve, ça, je trouve ça scandaleux. Et pourquoi? Et du coup, ça suscite du débat. Alors, parce que vous êtes une journaliste d'opinion, on passe son temps à vous coller plein d'étiquettes. Alors, on va en passer quelques-unes en série, comme ça, en revue. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes souverainiste? Oui, ça oui. Ça, c'est clair. Parce que la souveraineté, la souveraineté des individus, c'est-à-dire leur émancipation intellectuelle qui leur permet d'agir, et la souveraineté de la nation, c'est-à-dire la possibilité pour la nation de se choisir un destin, ça me semble fondamental, c'est le cœur de la démocratie. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes déclinologue? Non, pas du tout. Non, je déteste ce genre de terme. Pas la petite sœur de Nicolas Bavrez? Ah non, alors là, surtout pas. Enfin, idéologiquement, on est aux antipodes et ça m'énerve cette façon qu'a chaque camp dans l'idéologie française de traiter l'autre de décliniste. Ouais. Oui, moi, ce qui m'horripile, ce sont les gens qui nous expliquent que c'est pas bien de dire que le pays ne va pas bien, mais que c'est quand même formidable que des jeunes s'exilent parce qu'après tout, c'est tellement mieux ailleurs. Ouais. Non, ça m'horripile. Est-ce que vous êtes une jeune réac? La première phrase de mon premier bouquin, c'était « Je suis réactionnaire ». Je continue en disant de gauche, certes, mais du moins au sens le plus 19e du terme. C'est-à-dire que réactionnaire, là aussi, ça a été une anathème qu'on jetait. Ouais. C'est le premier à l'avoir utilisé, enfin réutilisé dans son sens moderne. C'est Daniel Lindenberg dans un essai en 2002 qui s'appelait, si je me souviens bien, l'enquête sur les nouveaux réactionnaires. Bon, et il mettait dans un même bateau à peu près tout le monde, enfin Finkielkraut, Marcel Gauchet, des gens qui pensaient des choses radicalement différentes. Parce que là, il s'agissait aussi de dénoncer des gens qui, à l'époque, ne considéraient pas que le monde tel qu'il est et la société française telle qu'elle est et la démocratie telle que nous la pratiquons était parfaite. En tout cas, vous êtes vraiment constitué un personnage, ça aujourd'hui c'est une certitude. Parfois aussi, on sent que vous avez envie de rééquilibrer certaines choses dans ce personnage. Alors, par exemple, sur votre blog, vous écrivez, je vous cite, « Certains trouvent qu'il manque à mes textes quelques remarques positives, quelques raisons de se réjouir ».
Voilà, entre parenthèses, le message est clair, je ne suis pas totalement sinistre. N'étant pas particulièrement douée pour l'optimisme béat, je pratique plus volontiers, il est vrai, une forme de critique qui pourtant dessine en creux des affinités électives. Et alors ensuite, vous parlez dans un long et vibrant hommage pour tous ces professeurs qui ont marqué votre parcours, votre scolarité. Vous avez l'obligation aujourd'hui de démontrer que vous êtes aussi capable d'avoir des enthousiasmes. C'est-à-dire que on a toujours tendance à parler évidemment de ce qui ne va pas, d'autant plus que j'ai une conception des choses qui fait que le bonheur relève souvent de l'intimité. Mais évidemment que l'essentiel est d'enseigner, par exemple, d'enseigner aux jeunes aujourd'hui comment jouir du monde, comment le trouver beau. Mais c'est pour ça, justement, moi, je me bats pour qu'on sache faire passer ce message-là. Et je trouve qu'on ne le fait pas bien passer. Alors, oui, je pointe vous passez souvent un peu comme la râleuse de la télé. Bah oui, très talentueuse et brillante, mais la râleuse. J'estime qu'il vaut mieux, enfin, comment dire, un pessimiste, ça n'est jamais qu'un optimiste bien informé. Donc, j'estime qu'il vaut mieux dire les choses. Voilà, alors, exaspéré aussi régulièrement, on le voit quand on vous lit, par ceux, je vous cite, qui poussent des cris d'orfraie devant la montée du FN. Faut-il hurler à la xénophobie comme ils le font si promptement, ou bien tenter de rassurer des populations qui craignent de voir changer une civilisation à laquelle ils tiennent et des paysages qui sont leur mémoire et leur vie. Qui, quand même, selon vous, aujourd'hui en France, a la bonne réponse à cette montée du Front National parmi la classe politique? En tout cas, actuellement, il y en a beaucoup qui n'ont clairement pas la bonne réponse. Mais on a dit que vous n'étiez pas une râleuse, qu'on était positif. Alors qui a la bonne réponse? Qui a la bonne réponse? Le bon discours. Ça, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Disons qu'il n'y a pas un bon discours. Je pense que la solution, c'est de faire naître le débat et de faire vivre la démocratie. Or, depuis des années, on fait taire toutes les alternatives républicaines à ce système, qui est un système que soutiennent en particulier les partis de gouvernement, l'UMP et le PS. C'est-à-dire que ce soit à travers l'idée que la mondialisation est forcément heureuse, le soutien à l'Europe telle qu'elle est construite. Il y a là, on va dire, une collusion et tous ceux qui ont voulu faire entendre une autre voix ont été soit ramenés au silence, soit réduits au Front National, traités de fascistes. Ça, je pense que c'est le plus grand cadeau qu'on puisse faire au Front National que de lui laisser le monopole de l'alternative. Tout simplement, voilà, en tout cas pour aller beaucoup plus loin, parce qu'il y a une vraie réflexion construite et argumentée, je le disais, dans votre livre, il faut l'acheter, c'est chez Plon, ce pays qu'on abat, Natacha Polony, chronique de 2009 à 2014. Merci beaucoup d'être venu nous en parler et bon courage pour ces nouvelles émissions qui vous attendent, si je ne m'abuse, à la rentrée. Après